Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, au moment de l'accouchement, ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce podcast abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero, ou encore du décès d'un enfant quelques minutes, heures, jours ou semaines après sa naissance. Assurez-vous de pouvoir écouter cet épisode dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas. N'oubliez pas. Et surtout, n'oubliez pas. Dans le mot deuil, il y a certes le D, De décès. mais il y a aussi le E d'espoir. 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 Et le I. Qu'on retrouve dans le mot vie. Qu'on retrouve dans le mot. Qu'on retrouve dans le mot vie. je vous souhaite une bonne écoute. Chaque journée, elle est interminable. Ma vie, c'est simplement des rappels de médicaments, toutes les 3 heures. C'est mon seul rythme de vie. Toutes les 3 heures, invariablement, il faut que je prenne au moins un traitement. Même la nuit, à un moment donné, je commence à mettre des réveils parce que si j'ai pas mon traitement au milieu de la nuit, je suis pas bien. Moi, j'arrive vraiment pas à me faire à l'idée que, voilà, je suis enceinte. Et puis après, il y a la souffrance vraiment psychologique, psychique. De la culpabilité parce qu'on se dit: «Mais mince, il y a quelque chose qui marche pas chez moi. Pourquoi j'arrive pas à manger? Pourquoi j'arrive pas à boire?» J'ai plus du tout, et même depuis, je l'ai quasiment plus, j'ai plus du tout la sensation de faim. J'ai plus du tout la sensation de soif. Je culpabilise énormément vis-à-vis de ma fille, qui voit tout ça, qui me voit, malade, qui voit les perfusions, qui voit les tuyaux, qui comprend pas ce qui se passe. Il y a beaucoup, beaucoup de solitude parce qu'on est dans ce contexte du premier trimestre et dans un contexte tellement particulier que, nous, on sait pas comment l'annoncer. Comment on annonce une grossesse qui se passe comme ça, en fait? J'ai assez peu d'espoir que ça s'améliore par la suite, d'autant plus que l'hyper-MS gravidique a tendance, alors c'est pas toujours le cas, mais à se présenter un peu sous le même format dans les différentes grossesses. Ça me met d'autant plus en colère que j'ai pas été diagnostiquée pour ma première grossesse, parce que ce diagnostic, il m'aurait vraiment permis, d'anticiper, ou en tout cas de me poser réellement la question: «Est-ce que vraiment tu veux risquer de revivre ça ou pire?» Dans ma tête, c'est, si je continue, c'est jusqu'au bout, en fait, que ça va être comme ça. Mon état qui s'était un peu amélioré, il se redégrade fortement. J'arrive vraiment, je sais pas, les nausées reprennent le pas, et la veille d'ailleurs de l'intervention, je suis vraiment ailleurs, en fait. La question de la mort, elle est extrêmement présente autour de moi à ce moment-là, et d'ailleurs jusqu'au matin même, je voulais pas y aller. Je voulais pas y aller. J'avais l'impression que mes jambes, tout était en pilote automatique, mais j'avais pas envie. Je sais pas comment j'y suis allée. C'est une grossesse que j'aurais aimé poursuivre si la maladie n'était pas aussi présente. Et là, après, donc on m'emmène au bloc. On discute de mon vécu. Et elles sont toutes hyper à l'écoute. C'est que des femmes, hyper bienveillantes. Et au moment de m'endormir, en fait, il y en avait une qui me tenait la main, une qui me caressait les cheveux et qui me disait: «Vous avez fait tout ce que vous avez pu. Vous avez été jusqu'au bout.» Et ça, mais je trouve ça extrêmement précieux, en fait, de leur part, parce que ça m'a accompagnée aussi derrière, dans ma reconstruction. De savoir que j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai été au bout de mes capacités physiques. Vraiment, c'est important de se le rappeler et de se le dire et de s'en convaincre, même si entre la tête et le cœur, il y a un écart très fort. Mais entendre du personnel médical le dire et nous le rappeler, voilà, c'était précieux pour moi, en tout cas. Je vais être honnête avec vous. Il y a quelques années, avant le lancement d'Au revoir podcast,
j'avais tendance à tout compartimenter. J'avais besoin qu'une ligne bien nette sépare certaines de nos expériences, comme si ça me permettait d'y voir plus clair sur ce que j'avais vécu. C'est un peu douloureux d'admettre ça aujourd'hui, mais à vous qui vous mettez à nu dans mon podcast, je vous dois bien ça. Moi qui avais vécu une IMG, j'avais érigé une barrière infranchissable entre cette IMG et l'IVG. Une lettre de différence, ça compte, non ? D'un côté une interruption médicale, de l'autre une interruption volontaire. Une fois, on m'a dit IVG pour qualifier ce que j'avais vécu, et moi j'ai aussitôt répondu non, c'est une IMG. Une IMG, ça n'a rien à voir. Pour moi, l'IMG, c'était le deuil périnatal. Et dans mon esprit, l'IVG, c'était systématiquement et automatiquement autre chose. Et j'insiste sur le systématiquement autre chose. Pour moi, l'IVG, c'était les luttes féministes. Les femmes qui ont mis leur vie en péril avant 1975 et la loi dite Veil. Elles ont mis en péril leur vie pour disposer de leur corps. Mon corps, mon choix. Un enfant, quand je veux, si je veux, avec qui je veux. C'est quand même plus chouette de vivre quand on est désiré, s'exclame un bébé sur un tract du mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception, le MLAC, dans les années 70. Ce sont des slogans qui restent dans la tête, qui nourrissent l'imaginaire. Mon imaginaire à moi de personne profondément féministe depuis l'adolescence. La barrière dont je vous parle, je l'avais établie bien malgré moi aussi, car mon expérience, celle avec un grand M, n'était jamais narrée dans les récits de lutte et de conquête, de droit et de liberté qui entourent l'expérience avec un grand V. Compartimentée, séparée, classée, hiérarchisée aussi, il faut bien l'avouer. D'ailleurs, cette hiérarchie, elle valait aussi pour moi. Moi, c'était peut-être moins grave que d'autres. Ce constat, cette observation, elle était douloureuse la plupart du temps. C'était un constat amer et injuste, mais ce constat, parfois, il me faisait du bien. Il m'aidait à apaiser certaines douleurs. Et puis, j'ai ouvert grand les yeux, les oreilles, j'ai écouté, j'ai lu. Après avoir passé tant de temps à penser mes blessures, je me suis ouverte à d'autres récits. J'ai délaissé petit à petit le moi, le je, le moi-je, ma petite case bien délimitée pour prendre en compte davantage les autres. Et des liens se sont tissés, des passerelles et même des ponts se sont construits. Et certaines barrières sont rapidement tombées grâce à la force de ces mains tendues, de ces mains qui créent des liens. Pourquoi tout compartimenter au risque de s'empêcher de se reconnaître dans le récit des autres ? Se priver de ces mots comme des traits d'union, comme des bras qui enlacent, qui soutiennent, qui réconfortent ? Pourquoi tout compartimenter au risque de rendre illégitimes les émotions, les expériences d'autres personnes qui, malgré les différences médicales, ont elles aussi vécu une perte ? Parce que le deuil, c'est avant tout l'expérience de la perte. Ce sont des émotions, des sentiments, des vagues qui nous emportent quand on doit dire au revoir. Et ce n'est pas parce qu'on a signé un papier, qu'on a pris une décision, que toute cette expérience de deuil est moins légitime. Certaines n'ont pas eu à formuler des au revoir, tandis que d'autres, eh bien si. Ce n'est pas la lettre V de volontaire qui compte dans ces moments-là. C'est le V du mot vécu. Et nos vécus, ils sont pluriels. Est-ce qu'une lettre de différence, c'est nécessairement, automatiquement, comme je le pensais, systématiquement, une frontière infranchissable ? On voudrait que tout soit noir ou blanc, que quand on traverse ci, on ressente forcément ça, que quand on prend le chemin d'une interruption volontaire de grossesse, d'une IVG, c'est qu'indubitablement cette grossesse n'était pas désirée, pas attendue. Et pourtant, parfois c'est bien plus compliqué que ça. Alors aujourd'hui, le récit que vous allez écouter se déploie dans une zone grise, un territoire trop peu exploré, un entre-deux. Aujourd'hui, dans cet épisode, envoyons valser les lettres, envoyons valser les V, les M, envoyons valser nos certitudes. Vous allez voir, c'est facile à faire. Pour cela, il suffit d'écouter les femmes, d'écouter ce qu'elles ont à dire, de la trajectoire qui les a menées à prendre une décision et de l'itinéraire qu'elles ont emprunté ensuite. Et aujourd'hui, cette femme que vous allez écouter, elle s'appelle Élodie. Au revoir podcast, épisode 52.
Élodie, mon interruption de grossesse. Dans cet épisode, la voix que vous allez entendre, c'est celle d'Élodie. Élodie vit avec son compagnon en région parisienne et ensemble, ils ont une petite fille de 5 ans. Lors de cette première grossesse, Élodie perd du poids, ressent des nausées très intenses, a du mal à manger et à boire, mais on la rassure, ça passera à la fin du premier trimestre. Sauf que non, ça ne passe pas. Alors on la rassure encore, ou plutôt on balaie d'un revers de la main ses inquiétudes. Ce n'est rien, c'est normal. Mais est-ce vraiment normal de se sentir malade pendant 9 mois? Lorsque sa petite fille naît, Élodie ressent de la puissance lors de l'accouchement. Elle s'épanouit dans ce rôle de mère et elle laisse de côté le souvenir de cette première grossesse déjà éprouvante. Quelques années plus tard, elle ressent l'envie d'être de nouveau enceinte et cette envie, elle est matinée d'appréhension. Et si les nausées revenaient à nouveau pendant 9 mois? Alors elle s'accroche à ce que les soignants et les soignantes lui ont dit. Chaque grossesse est différente. Vous savez, madame, la prochaine fois, ça va bien se passer, lui assure-t-on. En juillet 2023, elle découvre donc qu'elle est enceinte. Je me suis dit: «Ouais, super, c'est une opportunité cette fois-ci de vivre la belle grossesse, celle qu'on m'a vendue, celle qui va bien se passer, où je vais être épanouie et rayonnante». Voilà, sauf que c'était pas ça. Assez vite, j'ai commencé à avoir les nausées qui se sont, manifestées. Ça a pris une ampleur très vite assez importante. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup de mal à manger et tout de suite quand j'ai ressenti ces nausées de nouveau, ça m'a ramenée complètement dans ma première grossesse. Enfin, il y a eu un sentiment de panique immédiat de me dire: «Non, tu peux pas revivre ça, pas pendant 8 mois, c'est pas possible». Et puis je me dis: «Bon, il y a peut-être des choses qui ont évolué», donc je consulte une sage-femme, par téléconsultation parce que c'était compliqué d'avoir un rendez-vous, rapidement, chez ma sage-femme parce qu'elle était dispo qu'en octobre et on était que, début septembre donc qui me prescrit tout de suite le médicament de première intention et bon, je me dis: «Je vais tester». Sauf qu'au bout d'une semaine, je suis à la dose maximum, je suis juste complètement somnolente toute la journée donc très, très difficile de bosser. J'ai des déplacements pour le boulot, je reviens, je suis complètement épuisée puis surtout ça soulage pas du tout mes symptômes, en fait. Je suis toujours très mal. En effet, c'était du matin jusqu'au soir, ça me réveillait la nuit. Juste ouvrir la bouche, c'était difficile. C'est-à-dire que je ne mangeais plus, je ne buvais plus, presque plus. Me brosser les dents, c'était quasi impossible de me brosser les dents. C'est cette même sensation quand on a trop bu et que le plafond tourne et qu'on sent qu'on va être malade et qu'on sait qu'il faut qu'on court aux toilettes, sauf que c'est tout le temps, en fait. Ça prend une ampleur complètement démesurée. Je mangeais moins de la moitié d'une assiette à dessert en quantité par jour pour essayer de rester debout, en fait. À peu près une semaine plus tard, pour un autre sujet, j'avais rendez-vous chez mon généraliste et puis, comme souvent à la fin du rendez-vous, on garde le petit truc pour la fin, genre: «Au fait, je suis enceinte et c'est vraiment, vraiment difficile» et donc il m'arrête tout de suite pour une dizaine de jours et on va tester d'autres traitements. Des choses qui sont un peu plus classiques, dans les traitements antiémétiques. Donc, à ce stade-là, j'ai 3 traitements en même temps et puis entre-temps, depuis ma première grossesse, je suis sur pas mal de groupes Facebook de jeunes mamans, pour échanger parce qu'on y trouve, plein d'infos intéressantes et il y a une femme, très vite qui m'oriente vers l'association de lutte contre l'hyperémèse gravidique qui me dit: «Mais même si tu vomis pas, quand même, j'ai déjà vu des cas où il y a des femmes qui vomissent pas et c'est bien de l'hyperémèse». Donc je les contacte, par mail, par téléphone. Ils ont une permanence téléphonique en fait on peut prendre rendez-vous avec des ambassadrices. Je décris les symptômes, je décris ce qui m'arrive et là, c'est un peu le premier choc pour moi. Je suis entendue, on me fait pas culpabiliser et on me dit: «Mais ce sont bien les symptômes, il faut que tu consultes, pour avoir un vrai diagnostic». Sur le coup, j'étais hyper déçue parce que j'en avais rêvé, de cette belle grossesse. J'avais un peu ce fantasme un peu qu'on se fait autour de la grossesse, de vivre un moment d'épanouissement, voilà, de se sentir bien, de porter la vie et puis il y avait de l'inquiétude, le fait de pas manger, on se dit,
Est-ce que ça va pas, mettre en danger, le bébé? Beaucoup, beaucoup de culpabilité. Hem, Cette impression de vraiment devenir folle, à passer des heures, devant, un verre d'eau, devant une biscotte, devant un truc à manger, en se disant: «Mais c'est fou, pourquoi j'y arrive pas?» En fait, ce qui est très particulier, c'est dans la mesure où je vomis pas, ça me donne l'impression, en fait, d'avoir une aversion complète pour toute forme de nourriture. Donc de devenir, presque anorexique, alors que c'est pas du tout la vision qu'on peut avoir d'une grossesse et c'est pas du tout ce qu'on attend, en fait, pendant la grossesse. Boire à peine un demi-verre de jus de fruits par jour, être incapable de s'hydrater davantage, ressentir des nausées tellement intenses qu'on n'arrive même pas à ouvrir la bouche et que les nuits sont sans cesse entrecoupées. Et puis ces deux mots sont lâchés avant même que le diagnostic officiel soit posé. Hyperémèse gravidique. Et si c'était ça? Une grande majorité de femmes sont touchées par des vomissements et des nausées durant leur grossesse, et en particulier le premier trimestre. Mais dans le cas de l'hyperémèse gravidique, ces nausées et vomissements sont dits incoercibles et donc persistants. Et puis la liste des conséquences de cette pathologie de la grossesse, elle est très longue. Ces symptômes gravement invalidants engendrent notamment une perte de poids importante, une déshydratation, une dénutrition, des carences, une détresse psychologique, un isolement, rappelle le site internet de l'association de lutte contre l'hyperémèse gravidique, dont la mission est d'aider, accompagner et soutenir les femmes victimes de cette pathologie, de les soutenir elles, ainsi que leurs familles. Un matin, ça ne va pas du tout. Élodie essaie de rassembler ses forces et se rend directement aux urgences gynécologiques. Elle est enceinte d'à peine 2 mois et elle a déjà perdu plus de 6 kilos. Je me réveille ce matin-là, j'ai un mal de tête, mais incroyable. Je tiens à peine debout, je peux traverser quasiment tout mon appartement en ayant l'espèce de voile noir quand on se lève trop vite là. Et je me dis: «Là, ça va plus du tout». Je sais pas, j'ai senti qu'il y avait un degré de gravité qui était un palier qui était franchi et je me dis: «Il faut que tu ailles aux urgences, faut que tu ailles consulter, c'est de trop». Et j'arrive aux urgences et je suis persuadée qu'on va me donner quelque chose et qu'on va m'aider. Je vais aux urgences obstétricales, c'est l'hôpital où ma fille est née, où du coup mon accouchement s'est super bien passé. J'ai toute confiance en eux et assez rapidement je déchante parce qu'en fait, l'interne qui est là, la première chose qu'elle me dit c'est, «La psy n'est pas là». Donc déjà je sens un peu le côté, psychiatrisation de la pathologie et je sais que c'est pas dans ma tête. Et puis très vite, les questions du style: «Mais vous le vouliez vraiment ce bébé?» Et là, je me dis: «Oh mince, mince». On me fait pas faire de prise de sang, on me fait faire on me fait une écho très rapidement, on me dit: «Tout va bien, le bébé va bien». À ce moment-là, j'en suis presque à espérer qu'on me dise qu'il y a un truc qui va pas. On me dise, «Ça va pas, il faut arrêter», je sais pas, n'importe quoi, juste parce que c'est trop dur, en fait. Je me dis: «Je suis même pas soulagée qu'on me dise que ça va bien, en fait». C'est hyper étrange comme état d'esprit. Sur le coup, l'interne, à la fin de son rendez-vous, donc elle voit que je suis vraiment pas bien, heu et elle me dit: «On peut vous garder en observation». Et sur le coup, moi, j'étais pas du tout prête déjà à rester à l'hôpital ce soir-là. J'avais pas prévenu ma fille, j'avais aucune affaire avec moi, j'étais juste venue, voilà, sur un coup un peu de désespoir. Je dis: «Non, je vais rentrer chez moi», enfin. Et avec en tête l'idée que je vais préparer un sac et demain, comme de toute façon ça n'ira pas mieux parce que je vois bien que ça va pas mieux, au moins j'aurai un minimum de choses avec moi, j'aurai prévenu ma fille, j'aurai prévu pour qu'on aille la chercher à l'école, enfin voilà toutes ces questions aussi de logistique quand on a un premier enfant à la maison. Je me dis: «Demain c'est bon. Tu juste une journée à tenir, une nuit». Et je reviens donc le lendemain, hem, pour préparer ne serait-ce qu'un sac. Je suis dans un état de confusion qui est hyper important. Habituellement, je suis une personne hyper organisée, hyper carrée et là, organiser mes idées, préparer un sac, ne serait-ce que mettre 3 culottes dans un sac, j'ai l'impression que c'est une épreuve, en fait. Tout est difficile. J'arrive pas à réfléchir, j'arrive pas à penser. C'est extrêmement compliqué. Je retourne aux urgences. On commence par me faire voir la psy.
du coup, avant même de prendre la moindre prise de sang, le moindre échantillon, directement case psy. Cette dame, elle est très gentille, mais je vois bien qu'elle n'arrive pas trop à m'aider. On fait une prise de sang, l'infirmière me dit: «Oh là là, vous avez les veines plates». Je me dis: «Yes, encore un signe, je suis déshydratée, ça va, ils vont s'en rendre compte, ils vont voir que quelque chose ne va pas». Et je me mets dans la salle d'attente et j'attends, les résultats. L'interne me dit que je peux rentrer chez moi et qu'ils me rappelleront avec les résultats. Je dis: «Non, non, moi je suis tellement persuadée que ça va être mauvais, j'attends en fait». Et manque de bol pour moi à ce moment-là, le résultat de la prise de sang, il est encore bon. Donc rebelote, on me repropose de me garder, mais en observation, sauf que moi, si c'est pour ne rien faire de plus, je vois pas trop l'intérêt. Je me suis un peu renseignée entre-temps et je connais les autres traitements possibles pour l'hyper-MS gravidique, donc j'en parle un petit peu. Il me dit: «Non, non, mais ça, vous êtes pas concerné, vous rentrez pas dans la case». Encore une fois, on me fait comprendre que j'ai pas d'hyper-MS gravidique à l'hôpital et ça se finit avec un rendez-vous avec le psychiatre, à vrai dire. J'ai une consultation de 3 minutes chrono avec un psychiatre et je repars juste avec une ordonnance pour des antidépresseurs. Puisque l'interne me dit: «Oh là là, vous êtes déprimée». Et là, je suis super en colère parce que je dis: «Oui, je suis déprimée, comme quiconque n'aurait pas mangé depuis plusieurs semaines. Ça fait un mois et demi que je ne mange quasiment rien. Mon repas, c'est 2 biscottes par jour, les jours où je mange. Enfin, bien sûr que je suis déprimée». Je me souviens avoir demandé à l'interne avant de partir: «C'est quoi les signes d'alerte? Comment je peux savoir à quel moment je dois absolument venir à l'hôpital parce que je suis en danger?» On nous parle souvent, surtout avec les périodes de canicule, l'été, des dangers de la déshydratation. Moi, je suis enceinte. À partir de quel moment je dois vraiment m'inquiéter? Et l'interne n'avait pas été capable de me répondre. Elle avait dit, «Vous revenez quand vous voulez». Mais quand on est vraiment mal, venir, c'est faire la démarche de commander un taxi. On se rend pas compte quand ça va bien, mais ce genre de petites choses, quand ça va pas, bah, en fait, c'est vachement plus compliqué que ça en a l'air. Hurler que quelque chose ne va pas et s'entendre dire que tout va bien. Au pire, c'est juste une petite déprime qui coupe l'appétit. Quand il n'y a pas de problème physique, c'est que c'est psychique. C'est dans votre tête. Quelle femme ne l'a pas entendu ça? C'est un grand classique. Ce que vient de vivre Élodie, Judith Aquin l'analyse très bien dans son essai 3 mois sous silence. À propos de l'hyperémèse gravidique, force est de constater que la psychanalyse a fait du mal à la parole des femmes, constate-t-elle. Ayant fait un crochet du côté de nos cuvettes de toilettes pour expliquer ce mal physiologique, elle a en effet rapidement diagnostiqué les femmes comme étant en proie à un rejet hystérique de leur enfant à venir. Elles vomissent littéralement leur projet de maternité, explique Judith Aquin, extrait d'articles à l'appui. Des articles parfois très récents. Élodie rentre chez elle, elle est en arrêt, elle ne peut pas travailler. Chaque jour, elle essaie de donner le change quand elle va chercher sa fille à la sortie de l'école maternelle. Un semblant de normalité qui mobilise toute son énergie. Les médecins qu'elle a rencontrés aux urgences ne l'ont pas écoutée donc, alors elle se rend sur la page Facebook de l'association de lutte contre l'hyper-MS gravidique. Là-bas, elle le sait, on la prendra au sérieux. Et donc de désespoir, j'envoie un message, sur le groupe de l'asso et j'ai une maman qui me répond en privé. Elle est exactement au même terme que moi et elle me met en relation avec en effet des pros, qui lui ont été adressés par l'asso. Et de proche en proche, j'arrive à être en contact avec un professeur qui connaît bien la question de l'hyper-MS gravidique. Le jeudi, j'ai été à l'hôpital. Le lundi qui suit, j'enchaîne les rendez-vous. Une psychologue qui connaît la pathologie, ce spécialiste. C'est à la fois un soulagement et à la fois beaucoup de colère. Parce qu'en fait, il me dit, en effet, c'est de l'hyper-MS gravidique que vous avez. Il y a des grilles de notation. Donc le classement, ce serait sévère, malgré l'absence de vomissement à cause de la perte de poids, de la déshydratation, à cause de l'intensité des nausées, qui ne passent pas du tout malgré un certain nombre de traitements. Et là, d'un coup, on lance le plan hors sec. On lance une hospitalisation à domicile avec de l'hydratation quotidienne, 1 litre d'hydratation. Il me fait également une ordonnance donc pour le traitement, qu'il y a après, le palier supérieur contre les nausées. C'est assez étrange parce que c'est un traitement qui est prescrit habituellement, pour les nausées qui sont liées aux chimiothérapies. Je suis un peu soulagée parce qu'il me dit: «C'est pas dans votre tête». Mais le fait de savoir que c'est vraiment une pathologie et que j'en suis victime, il y a un espèce de: «OK, on va me prendre en charge et enfin on me prend au sérieux, en fait».
Et ce parcours-là, je le vois bien dans les témoignages que je lis de plein de mamans, de plein de victimes d'hyper-MS gravidique. C'est quelque chose d'assez courant, d'être beaucoup ignoré jusqu'à réussir à trouver le pro de santé qui va enfin poser le diagnostic. Cette journée-là, j'ai l'impression qu'elle va jamais finir parce qu'en fait, ce rendez-vous psy, le rendez-vous avec le professeur, j'ai mon échographie de ma T1 également, donc du premier trimestre. La même journée, j'en ressors complètement lessivée. L'échographie du premier trimestre, c'est je me sens complètement déconnectée. Je je regarde l'écran, c'est pas mon corps. C'est pas mon corps, c'est pas mon bébé. C'est pas j'arrive pas, en fait. Déjà, je suis toute seule, mon conjoint a dû garder notre fille et moi, à ce moment-là, je suis pas enceinte, en fait, je suis juste malade. C'est assez terrible à dire, mais je suis il y a pas de bébé à ce moment-là. Il y a juste la maladie et le médecin me dit encore: «Mais le bébé va bien, tout va bien». À chaque fois qu'on a un rendez-vous, c'est ça, «Vous inquiétez pas, le bébé va bien». Sauf que moi, j'ai l'impression de mourir, en fait. Donc ça passe beaucoup sous silence les sentiments que nous, on peut ressentir en tant que victime d'hyper-MS gravidique, sous prétexte que le bébé va bien. Ça rassure un peu quant aux inquiétudes, en effet, liées à l'absence de nourriture, mais ça prend pas en charge du tout l'aspect difficile, de la psychologie autour de ce qui est en train de se passer. Quand on est dans un état avancé de déshydratation, on perd énormément de ses capacités cognitives. Quand on est dedans, on le ressent un peu, mais c'est après coup, on le voit vraiment en fait, le handicap que ça peut représenter. Enceinte et malade, affaiblie, sonnée, parce qu'enceinte. Comme le dit Élodie, elle est dans un état de déshydratation très avancé. Sa dernière prise de sang, réalisée quelques jours après celle qu'elle a eue aux urgences, le révèle très clairement. Elle est déshydratée, elle est même en hypokaliémie. Ce terme, en fait, renvoie à une concentration de potassium dans son sang qui est anormalement basse. Et en dessous des seuils minimums de potassium, les risques sont grands, pouvant aller jusqu'à l'arrêt cardiaque. Après l'errance, après les «tout va bien, c'est dans votre tête», la colère gronde. Comment est-ce possible d'hurler à ce point dans le vide? Et la situation d'Élodie n'a hélas rien de surprenant si on lit la plaquette d'information éditée par le CHU de Montpellier, qui a récemment mis en place une structure dédiée pour améliorer la prise en charge des nausées et vomissements de la grossesse et de l'hyper-MS gravidique. De nombreuses femmes concernées font état de prises en charge très hétérogènes sur le territoire, peut-on lire. Dans ces situations, aujourd'hui encore, la prise en charge est souvent insuffisante, voire inadaptée, soit par manque de reconnaissance de leurs symptômes, soit par méconnaissance de la part des praticiens, expliquent les équipes de ce CHU. Une prise en charge insuffisante alors même que le risque de troubles anxio-dépressifs, d'état de stress post-traumatique après un premier épisode est majeur et trop souvent négligé, peut-on lire dans le communiqué de presse de l'établissement hospitalier de Montpellier. L'hospitalisation à domicile se met donc en place très rapidement pour Élodie. On lui livre 5 énormes cartons de matériel, des poches, des kits de perfusion, des petits ballons d'1 litre qui seront reliés à son corps pour lui administrer toute l'eau, tous les minéraux dont elle a besoin. Besoin pour vivre. On organise aussi la venue biquotidienne d'infirmiers. Matin et soir, on viendra pour brancher et débrancher le cathéter, vérifier son emplacement, replacer éventuellement la perfusion. C'est une nouvelle vie, reliée à un fil, qui commence. Je suis branchée toute la nuit. J'ai demandé plutôt la nuit parce que ça me semblait plus facile pour être un peu plus autonome la journée. Sauf que, bah, il faut trouver des ajustements parce que j'ai ces 2 petits ballons là, avec lesquels je dois dormir, les fils, les branchements. En plus, il faut trouver des ajustements, pour pas que je me mette en danger, ou que ça s'arrache pendant la nuit, donc tout ça, ça prend quelques jours. J'ai un chiffre qui m'a beaucoup marquée, au moment où on a mis en place l'hydratation, donc j'avais 1 litre par jour. Je mangeais toujours pas plus et sur les 3 premiers jours, j'ai repris 2,5 kilogrammes. Le premier jour 1 kilo, le deuxième jour 1 kilo et le troisième jour 0,5 kilo. Qu'en fait, c'est simplement l'eau qui manquait à mon corps, en fait. Puisque j'ai pas mangé, ce poids que j'ai repris, c'est uniquement l'hydratation. Et moi, ça me choque, en fait. Je vois, quasiment 2 bouteilles d'eau devant moi, je me dis: «Mais c'est énorme ce qui manquait». Je comprends mieux pourquoi j'étais pas bien, en fait. Heu,
Ça m'a beaucoup, interpellée, ce chiffre. Hem, sur le coup, avec les hydratations quand même, je sens une amélioration. Ça aide quand même beaucoup, je retrouve un peu de force, hem, mais encore une fois, ça donne encore l'impression d'être malade, mais pas enceinte. Je suis pas enceinte, je suis juste malade tout le temps et là, en fait, à partir de là, je crois que c'est juste un long tunnel. Les jours, c'est pas des jours, c'est des mois. Chaque journée, elle est interminable. Ma vie, c'est simplement des rappels de médicaments, toutes les 3 heures. C'est mon seul rythme de vie. Toutes les 3 heures, invariablement, il faut que je prenne au moins un traitement. Même la nuit, à un moment donné, je commence à mettre des réveils parce que si j'ai pas mon traitement au milieu de la nuit, je suis pas bien. Mes seuls contacts avec le monde extérieur, ce sont principalement les infirmiers et le laboratoire et mon alimentation, elle est quasi, réduite à néant. Je mange, 2 biscottes beurrés, avec, du chaussé aux moines et voilà. C'est mon régime alimentaire, quotidien. Il y a un jour, j'ai pleuré parce que j'ai réussi à manger sur toute la journée un demi-burger et 3 frites. C'est c'est incroyable, en fait. On se rend même pas compte de la difficulté que ça peut représenter juste de s'alimenter, en fait. Et c'est une souffrance, en fait, permanente, permanente. Il y a l'aspect psychologique du fait de pas se sentir enceinte et il y a l'aspect physique, c'est-à-dire que au début, les perfusions, ça va, à peu près. Ça fait mal, c'est une perfusion, c'est pas agréable, mais ça va. Et au fur et à mesure qu'on perd des forces parce qu'on mange pas, tout ça, ça devient insupportable, en fait. Les perfusions, je me souviens à chaque fois qu'il faut tester le cathéter, qu'il soit bien mis en place, j'avais des bouffées d'angoisse à l'idée qu'on me refasse une perfusion. Ça me fait de plus en plus mal. On a de plus en plus de mal à me trouver des veines, en fait. Des fois, il faut 3, 4 essais pour trouver des veines. Ça tient de moins en moins longtemps. Heu, on évoque, à un moment donné, la pose d'une voie centrale. Moi, j'arrive vraiment pas à me faire à l'idée que, voilà, je suis enceinte et puis après, il y a la souffrance vraiment psychologique, psychique, de la culpabilité parce qu'on se dit: «Mais mince, il y a quelque chose qui marche pas chez moi. Pourquoi j'arrive pas à manger? Pourquoi j'arrive pas à boire?» J'ai plus du tout et même depuis, je l'ai quasiment plus, j'ai plus du tout la sensation de faim. J'ai plus du tout la sensation de soif. Je mange pas, mais j'ai pas faim. Je bois pas, mais j'ai pas soif. Je culpabilise énormément vis-à-vis de ma fille, qui voit tout ça, qui me voit, malade, qui voit les perfusions, qui voit les tuyaux, qui comprend pas ce qui se passe. Il y a beaucoup, beaucoup de solitude parce qu'on est dans ce contexte du premier trimestre et dans un contexte tellement particulier que, ben, nous, on sait pas comment l'annoncer. Comment on annonce une grossesse qui se passe comme ça, en fait? Il y a pas vraiment de réjouissement, heu, il y a pas d'occasion de célébrer et donc on garde tout ça pour nous et moi, je suis hyper seule, en fait, à ce moment-là. Heureusement, j'ai des infirmiers qui sont d'une patience incroyable, les infirmiers, les infirmières, qui viennent tous les jours et qui prennent à chaque fois le temps de discuter, de me demander comment ça va, mais c'est mes seuls contacts, en fait, pour pouvoir parler de tout ça. Concernant l'accompagnement psychologique, j'étais en relation avec une, psychologue qui est aussi marraine de l'association de lutte contre l'hyper-MS gravidique. Donc j'ai eu plusieurs, rendez-vous avec elle, justement pour pouvoir discuter parce que c'est important, d'en plus d'en parler avec quelqu'un qui connaisse bien cette pathologie et les implications, psychologiques que ça peut avoir, parce que c'est quand même très particulier, c'est pas forcément très bien connu. Alors que ça concernerait, alors ça dépend des stats, entre 3 et 10 des grossesses. Mais c'est pas si exotique que ça, c'est pas si rare que ça. Et ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup à comprendre que je suis pas toute seule et rien que ça, c'est déjà d'un grand, grand secours. Hem et après sur la durée, alors on dit que souvent, ça s'estompe quand même, ça s'améliore après le premier trimestre. Sauf que moi j'ai du vécu. Et je sais que pour ma fille, ça s'est pas amélioré après le premier trimestre. Et donc j'ai assez peu d'espoir que ça s'améliore par la suite. D'autant plus que
l'hyper-MS gravidique a tendance, alors c'est pas toujours le cas, mais à se présenter un peu sous le même format dans les différentes grossesses. On parle d'un taux de récidive de 80 dans le cadre de l'hyper-MS gravidique. Donc ça me met d'autant plus en colère que j'ai pas été diagnostiquée pour ma première grossesse, parce que ce diagnostic, il m'aurait vraiment permis, d'anticiper ou en tout cas de me poser réellement la question: «Est-ce que vraiment tu veux risquer de revivre ça ou pire?» Donc là, ouais, à mon stade, je me dis: «J'ai pas de porte de sortie». Dans ma tête, c'est, si je continue, c'est jusqu'au bout, en fait, que ça va être comme ça. Si je continue, ça va être comme ça jusqu'au bout. Et à ce moment-là, elle est enceinte de 3 mois environ. À peine un tiers du chemin a été parcouru et les perspectives d'une amélioration sont quasi nulles. Physiquement, c'est compliqué, c'est difficile. Depuis des semaines, c'est l'impression de survivre. Et psychologiquement, c'est de pire en pire. Élodie est inquiète des retentissements de cette grossesse pour ce bébé et des effets de cette maladie qui prend toute la place dans sa vie, dans sa tête, qui s'inscrit durablement dans son corps, de plus en plus affaibli. Et puis petit à petit, des phobies d'impulsion se frayent une place. C'est l'image d'une voiture qui passe, qui la renverse, qui envahit son esprit. Et si elle passait à l'acte? Et il y a aussi les effets secondaires de tous les traitements qu'elle prend, la somnolence continuelle, le fait de dormir quasiment 20 heures par jour. Et ça va durer encore 6 mois, alors que sa santé physique tient uniquement grâce à sa perfusion et que sa santé mentale a bien du mal à se raccrocher à quoi que ce soit. Alors Élodie, accompagnée de médecins, envisage une porte de sortie. L'IMG, possible jusqu'à un terme tardif si la grossesse met en péril la vie de la femme enceinte, ne peut pas être envisagée dans des cas d'hyper-MS gravidique, lui dit-on dans un grand hôpital parisien. Alors Élodie se tourne vers l'autre interruption de grossesse, l'IVG. En France, elle est possible jusqu'à 16 semaines d'aménorrhée, 4 mois environ. Mais si elle souhaite interrompre sa grossesse aussi tardivement, elle sera prise en charge avec un protocole spécifique, uniquement au bloc, sous anesthésie générale, et ça ne pourra pas se décider dans l'urgence. Il faut qu'elle réserve en quelque sorte la date, en amont. Et passé ce délai, plus rien ne sera possible en France. Élodie, remplie de l'espoir que ça s'améliore un peu, qu'elle parvienne à tenir, en discute avec les médecins qui la prennent en charge. La date d'une potentielle IVG est bloquée, et avoir cette éventuelle porte de sortie, ça la rassure. Si les choses ne vont pas mieux, elle se sera au moins ménagée, cette alternative. Élodie se donne encore quelques semaines pour voir si elle peut tenir, physiquement, psychiquement, émotionnellement. Et c'est à elle, et à elle seule, de prendre la décision. Avec les médecins, j'évoque la question du délai médical en disant: «Bah, là, on me dit que je suis encore dans le pic, donc est-ce qu'il y a des possibilités, autres pour essayer d'aller plus loin et comment ça se passe si je tiens pas?» À un moment donné, on évoque éventuellement les délais à l'étranger. Sauf qu'en fait, vu l'état dans lequel je suis, la question à la fois logistique et financière d'organiser ça et d'aller à l'étranger, c'est inconcevable pour moi, en fait. Je me souviens d'avoir fait une recherche assez brève et de m'être dit: «Mais c'est impossible, je peux pas le faire, enfin je peux pas». J'arrivais pas en fait à organiser quoi que ce soit. Avant l'intervention, je devais encore prolonger mon arrêt en effet et j'ai dû reconsulter un médecin qui était pas le généraliste que je voyais habituellement et cette personne, bon, j'en étais à au moins, je pense, la cinquième ou sixième fois à raconter cette histoire. À un moment donné, d'ailleurs, à force de raconter la même chose, de raconter ses symptômes, j'avais l'impression de me dissocier au moment où je racontais au médecin. C'est-à-dire que je ne parlais même plus de moi, je j'énonçais des faits médicaux et je rencontre donc ce généraliste pour prolonger mon arrêt et elle a été assez, ouais, je au-delà du désagréable, voilà, il y a eu encore cette question: «Mais vous la désiriez vraiment cette grossesse?» Déjà, cette question, elle est hyper culpabilisatrice, quand on n'est pas bien. Hem et puis, bah, ouais, j'arrivais pas à organiser mon suivi de grossesse, j'arrivais pas à planifier tout ça. Mon suivi, il est fait à distance uniquement par un médecin, du coup par un professeur, voilà, qui suit mes symptômes. Mais, elle me fait culpabiliser, en gros, sur le fait que, c'est normal que ça aille pas si je suis pas correctement suivie. Sauf qu'un suivi supplémentaire par une sage-femme près de chez moi aurait pas changé grand-chose. Elle aurait pas été en mesure de me donner un quelconque autre traitement.
que ce que j'avais déjà. J'évoque le fait que qu'on a planifié une IVG et en gros, elle n'accepte de me prescrire un arrêt que jusqu'au jour même de l'intervention, malgré le contexte, malgré les difficultés. Je lui dis: «Mais vu comment je suis pas bien, il va me falloir quand même au moins quelques jours pour m'en remettre, au-delà de l'IVG en elle-même, juste sur l'aspect, malnutrition, hydratation et cetera». Et donc elle refuse, de me prescrire un arrêt qui aille au-delà du jour J, de l'intervention. Les jours passent et ça ne va pas mieux. C'est même de pire en pire. Ce bébé, Elodie le désirait, mais elle a repoussé toutes les limites possibles pour que cette grossesse se poursuive. Elle a repoussé toutes ses limites. Dans la semaine qui a précédé, mon état qui s'était un peu amélioré, il se redégrade fortement. Je sais pas, les nausées reprennent le pas et la veille d'ailleurs de l'intervention, je rédige mon testament. Voilà, pour donner un peu l'état d'esprit dans lequel je suis. Je suis vraiment ailleurs en fait. La question de la mort, elle est extrêmement présente autour de moi à ce moment-là. Pour préparer l'IVG parce que quand on est entre 14 et 16 semaines, c'est forcément une IVG instrumentale, enfin chirurgicale et sous anesthésie générale. Donc on a rendez-vous avec l'anesthésiste. La consultation avec l'anesthésiste se fait dans le même service que la partie maternité. Donc ça, c'est le premier truc que j'ai trouvé assez cruel finalement, parce que moi j'étais là avec mes petits mouchoirs en train de pleurer, entourée de femmes enceintes qui allaient avoir leur bébé dans les bras, dans moins d'un mois. Après, je tombe sur un anesthésiste qui est vraiment très empathique, très sympathique, qui prend le temps d'écouter mon histoire. Enfin, voilà, à chaque fois, je suis là, je suis en pleurs, je raconte ce qui m'arrive, vraiment quelqu'un de très à l'écoute. Donc ça, sur ce point-là, vraiment, je le remercie et d'ailleurs jusqu'au matin même, je voulais pas y aller. Je voulais pas y aller. J'avais l'impression que mes jambes, tout était en pilote automatique, mais j'avais pas envie. Je je sais pas comment j'y suis allée. J'étais vraiment un zombie, en fait, le jour de l'intervention. Donc je me rends seule à l'hôpital parce qu'on me dit: «C'est protocole Covid». Donc j'arrive à 7 heures du matin là-bas, ce qui fait que je me suis levée hyper tôt. Hem et là, j'attends dans un espèce de couloir où il fait super froid. Je sais pas, on doit être 7, 8, peut-être une dizaine. Je suis avec toutes les autres patientes qui sont programmées ce matin-là, donc on sait toutes pourquoi on est là. Hem et là, je trouve ça assez, pareil, assez cruel parce que moi, je suis dans un cadre un peu particulier. C'est une grossesse que j'aurais aimé poursuivre si la maladie n'était pas aussi présente et je suis en face de femmes qui peut-être ont fait un choix, c'était pas le moment, c'est peut-être, enfin, elles sont dans d'autres contextes et je me dis à la fois, moi, j'ai pas envie d'être avec ces femmes-là et j'ai pas envie que ces femmes-là, elles me voient comme ça. Je me dis: «J'ai pas envie d'être vue comme ça, aussi vulnérable» et clairement les larmes, je peux plus les retenir à ce moment-là et à la fois, je me dis: «Ça doit être dur pour elles, qu'on fait un choix, sur lequel elles sont peut-être tout à fait en paix et c'est leur droit, de voir une personne, heu, dans l'état où je suis en fait, ce matin-là». Heu, Au bout d'un moment, donc au bout de facilement 1 heure, on nous emmène au compte-gouttes dans les chambres. L'infirmière vient enfin me chercher, m'amène à la chambre. Je suis tombée la première infirmière qui m'a accueillie était particulièrement désagréable. Je lui dis que j'ai mal, enfin vraiment les perfusions à ce moment-là, c'est une torture pour moi. Elle me pique, j'ai envie de dire façon poignard, enfin vraiment le truc horrible, le bras à moitié en l'air, je sais même pas comment elle a réussi à la poser cette perfusion, mais enfin elle m'a fait extrêmement mal. On refuse de me donner quoi que ce soit pour la nausée et je suis juste toute seule dans ma blouse d'hôpital avec ma Charlotte, ma mes perfs, une de chaque côté. De 8 heures à 13 heures, je suis dans une chambre toute seule. J'ai un cachet à prendre du coup qu'on vient me donner pour, avant l'intervention, pour aider le col à se dilater et c'est alors je sais pas si c'est une aide-soignante qui vient, qui est extrêmement sympathique et qui c'est elle qui m'emmène en fait jusqu'au bloc. Là, il fait hyper froid au bloc. Bon déjà de base avec les perfusions, plus la malnutrition et cetera, j'ai tout le temps froid. Enfin ça fait des semaines que j'ai froid constamment, donc là je suis absolument frigorifiée.
Je suis en pleurs, je suis sur mon brancard, c'est, vraiment horrible et l'aide-soignante, elle reste un bon moment avec moi, pour discuter et cetera, pour me rassurer. Donc déjà, je lui en suis très reconnaissante parce que c'était dur, en fait, d'être toute seule et ça, bah, déjà, c'est précieux. Elle va chercher l'anesthésiste aussi pour savoir si on peut me soulager parce que je lui dis: «Mais moi, on m'a rien donné» et là, enfin, sans les médicaments, c'est insupportable, en fait. Sans les médicaments, je vois le gap, en fait, entre les 2 et je suis vraiment extrêmement mal. Donc très vite, on me repousse dans la perfusion, mon traitement et déjà ça va m'aider un petit peu et heu et là, après, donc on m'emmène au bloc, et je parle alors, l'infirmière anesthésiste, je crois que c'était elle qui m'emmène et on discute de mon vécu et elles sont toutes hyper à l'écoute, c'est que des femmes, hyper bienveillantes. Au moment de m'endormir, en fait, il y en avait une qui me tenait la main, une qui me caressait les cheveux et qui me disait: «Vous avez fait tout ce que vous avez pu, vous avez été jusqu'au bout» et ça, mais je trouve ça extrêmement précieux, en fait, de leur part, parce que ça m'a accompagnée aussi derrière, dans ma reconstruction. De savoir que j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai été au bout de mes capacités physiques. Parce que quand on se compare, hein, dans l'hyper-MS, bien sûr, il y a plein de femmes qui arrivent jusqu'au bout. Il y en a plein. On peut comparer tant qu'on veut, on peut mettre des hiérarchies. Elle, elle vomissait 50 fois par jour, elle a réussi. Moi, je vomissais pas, j'ai pas réussi. Comment ça se fait? Est-ce que je suis faible? Est-ce que je suis pire qu'une autre? Est-ce que j'ai abandonné trop vite? On se pose des milliers de questions. On culpabilise énormément. En tout cas, j'ai culpabilisé énormément et le fait d'entendre ces mots-là et que ça résonne, en fait, ça fait écho après, de se rappeler: «J'ai été jusqu'au bout, j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai testé tous les traitements qui existent aujourd'hui pour cette maladie, tous. Heu, j'ai fait tout ce que j'ai pu». Vraiment, c'est important de se le rappeler et de se le dire et de s'en convaincre, même si, entre la tête et le cœur, il y a un écart très fort. Mais entendre du personnel médical le dire et nous le rappeler, voilà, c'était précieux pour moi, en tout cas. L'intervention se passe, je me réveille en salle de réveil. Je crois que le réveil, c'était quelque chose. C'est dur, c'est super dur. Je crois qu'à partir de ce moment-là, j'ai pas arrêté de pleurer jusqu'à aujourd'hui. Non, je plaisante, mais ouais, là, les larmes, c'était incontrôlable, quoi. J'ai pleuré, toutes les larmes de mon corps, jusqu'à je sais pas quand est-ce que je me suis arrêtée de pleurer à vrai dire. C'est fini. La grossesse est finie. Mais tout n'est pas terminé pour autant, bien loin de là. Car le corps d'Élodie se souvient, lui, qu'il a porté cette grossesse pendant environ 4 mois. Élodie, elle a bien posé la question: est-ce que je ressentirai les effets du postpartum? On lui répond non. Pas de postpartum, après une IVG. Et pourtant, il va y avoir cette montée de lait, inattendue, déstabilisante, douloureuse. C'est la preuve de l'amour que tu portais à cet enfant, lui dira sur Internet une jeune femme passée, elle aussi, par l'hyper-MS gravidique. Et puis, les effets de la maladie se font encore sentir. Il n'y a pas d'amélioration flagrante de l'état d'Élodie alors qu'on lui avait promis le contraire. C'est un autre chemin qui, pour elle, commence. Et sur ce chemin, elle va croiser la route d'une infirmière. Elle venait pour ma perf, elle essayait de me reposer une nouvelle perf, sauf que c'était quasi impossible et c'est aussi là où s'est posé la question de se dire si j'avais dû continuer la grossesse. Là, maintenant, les perfs, on n'arrivait quasiment plus à les poser, en fait. J'avais plus de veines de dispo, mes veines, elles claquaient à chaque fois qu'on essayait de me poser une perfusion. Je sais pas trop comment on en est venu à parler de ça. Je pense qu'elle me demandait comment ça allait et elle prend le temps de discuter de son vécu à elle et notamment, ben, voilà, du fait qu'elle, elle ait vécu une IMG. Elle me partage son vécu avec énormément de bienveillance et vraiment dans le l'optique de me dire: «Ce que tu vis, je l'ai vécu». Sauf que moi, à aucun moment, je me sens légitime. Déjà, je me sens pas légitime dans ma peine. Je me sens pas légitime parce que, enfin, c'était volontaire. C'est IVG, interruption volontaire de grossesse et cette femme, je pense souvent à elle parce que,
C'est ce partage, en fait, il m'a vraiment énormément aidée. Elle a ouvert la porte de dire: «Ce que tu vis, c'est un deuil». Elle a mis un mot, en fait, sur ce que je vivais, un mot fort et une légitimité aussi sur ce que je ressentais. Je me souviens, que c'était un problème de malformation au niveau des reins de son bébé et je lui dis: «Mais vous aviez pas le choix?» Et elle me dit: «Mais vous non plus». Et ça, je trouve ça extrêmement puissant, en fait. Elle qui m'a suivie, elle qui m'a vue me dégrader, qui a vu mon état de santé. Elle m'a vue, toutes les semaines, pendant des semaines. Elle me dit: «Mais vous aviez pas le choix». Et en fait, se sentir, ouais, voir quelqu'un qui valide ses sentiments, qui valide l'aspect, hyper difficile de ce que j'ai traversé, ça permet de cheminer aussi. Je dis pas que ça enlève la peine, mais ça permet de cheminer en tout cas et d'avancer sur, je pense sur une voie de pas de guérison, mais d'acceptation en tout cas de ce qui se passe. Et moi-même en fait, mon vécu, j'avais tendance à vraiment hiérarchiser, à me dire: «Mais moi, c'est moins pire en fait ce que j'ai vécu. Moi, c'est moins grave. Moi, pourquoi je suis si mal?» alors que dans l'échelle, il y a des gens qui vivent bien pire, finalement. Peut-être quelqu'un que je reverrai jamais de ma vie, mais elle m'a aidée à faire le cheminement, heu, de me dire: «C'est un deuil. C'est un deuil que tu vis». Et un deuil à plein de niveaux, en fait. Le deuil du bébé, le deuil de la grossesse, ce fantasme d'une, belle grossesse, en fait. Et puis, juste après cette intervention et encore aujourd'hui, d'une grossesse même future, ultérieure. Et dans ma tête, ben, c'est faire le deuil, du coup, de cette famille que j'avais imaginée à 4. On est à 80 de récidive. Comment je peux me projeter ou imaginer un jour me relancer dans une grossesse en sachant que j'ai de grands risques de retraverser la même chose, en fait. Pour moi, c'est impensable et d'être confrontée potentiellement à ce choix de nouveau. Des témoignages de femmes qui disent qu'elles ont dû affronter des IVG plusieurs fois. On en trouve sur le groupe, de soutien de l'asso, de lutte contre l'hyperémèse gravidique et c'est terrible. On est face à des femmes, pour certaines, qui sont dans des parcours de PMA et qui finissent par avoir recours à l'IVG. Dans le cadre de l'hyperémèse gravidique, hem, on est à 15 d'IVG, quand la moyenne nationale, elle est à 15 pour 1000. Donc il y a 10 fois plus d'IVG chez les femmes qui sont victimes d'hyperémèse gravidique. Je pense que ça doit nous conduire à nous interroger sur ce qui pousse ces femmes-là à avoir ce choix, en fait. C'est pas un choix de gaieté de cœur, c'est un choix, de survie, en fait. C'est vraiment une question à un moment donné de se dire: «Est-ce que je vais y laisser ma vie?» Élodie n'y a pas laissé sa vie car elle s'était ménagée cette porte de sortie. Une porte qu'il a été difficile d'entr'ouvrir, de franchir, mais c'est parce qu'elle n'a pas voulu y laisser sa vie justement qu'elle l'a poussée, cette porte. Et puis après cette interruption de grossesse, peu importe qu'elle ait été volontaire ou médicale, cette vie, il lui faut la reconstruire. Le début de cette reconstruction, elle commence tout doucement avec la rencontre avec cette infirmière dont on vient de parler, et puis elle se poursuit petit à petit lorsqu'elle aborde le sujet avec ses parents, avec sa petite fille. Juste après l'IVG, j'ai continué à avoir des rendez-vous avec, la psychologue, qui est aussi la marraine de l'asso de lutte contre l'hyperémèse gravidique, pour m'accompagner, hein, dans ce cheminement et on a discuté justement de, ben, que dire à ma fille? Parce que, j'étais extrêmement déprimée, je pleurais énormément. D'ailleurs, le soir, ben, quand je suis rentrée, le premier truc que j'ai fait, le seul truc que j'ai fait, c'est que je suis partie m'allonger contre elle, en fait, et la serrer fort contre moi et j'avais une crainte qu'elle pense, comme beaucoup d'enfants qui se sentent responsables de l'humeur ou des difficultés de leurs parents, en tout cas, qu'elle pense qu'elle avait fait quelque chose de mal à un moment qui aurait provoqué ma peine. Et la psychologue m'a conseillé de lui en parler, donc elle m'a aidée à trouver des mots qui étaient plus adaptés pour une enfant de 4 ans, et j'ai pris le temps de lui en parler, heu
et on a pris alors des images, donc forcément, on va pas pouvoir lui expliquer dans le détail, hein, ce qui s'est passé, mais on a pris l'image d'une petite graine. Je lui ai dit: «Maman, tu sais, elle avait une petite graine de bébé dans le ventre, mais elle était trop malade maman et cette petite graine de bébé, eh ben, elle va pas pouvoir pousser et maman, elle est très triste parce qu'elle aurait beaucoup aimé avoir ce bébé dans les bras». Voilà. Donc avec des mots très simples, sans forcément rentrer dans les détails, et je me souviens que ma fille m'avait répondu: «Mais moi, je peux la prendre dans mon ventre, la graine de bébé. Moi, je suis pas malade. Moi, je peux la faire grandir». Quand j'étais malade, j'ai beaucoup, beaucoup évité mes parents. Je savais pas comment leur parler. J'ai eu mon père au téléphone. Mes parents sont séparés, donc j'ai eu mon père au téléphone d'une part, qui a été très bienveillant quand je lui ai expliqué ce qui m'arrivait, étonnamment bienveillant d'ailleurs, hem, il a été incroyable, de et très juste dans ses mots. Je me souviens ma grande peur, je lui dis: «Mais je vais laisser ma fille toute seule». Il me dit: «Mais ta fille, elle sera jamais seule, jamais. Elle aura des amis, elle aura des amoureux, elle aura une famille, elle ne sera jamais seule». Et c'était une vraie angoisse pour moi de me dire: «Mais quand je serai plus là, quand mon conjoint sera plus là, notre fille, elle aura plus personne». Et ça, j'essaye de m'en rappeler même aujourd'hui, de me dire: «Elle sera jamais seule. Il y aura toujours des gens autour d'elle, même si elle est fille unique». Et ma mère, elle, quand j'étais petite, elle a vécu une IVG dans d'autres circonstances. Elle était, sous traitement, antidépresseur assez fort, et au moment où elle était tombée enceinte, c'était pas prévu du tout, et ces traitements, il y avait un risque très fort de, handicap physique du bébé. Donc son médecin lui a dit qu'il fallait, heu, qu'elle avorte, et c'est quelque chose qu'elle a très mal vécu. Elle a eu un accompagnement absolument déplorable, on l'a fait énormément culpabiliser, et donc elle a tout de suite compris ce que je vivais, et elle a tout de suite, pareil, été dans une empathie, dans un accompagnement, heu, très, très précieux. Et sur le coup, je me souviens, elle m'a dit: «Mais pourquoi tu m'as pas appelée?» Donc un peu ce petit reproche, et puis très vite, elle m'a dit: «Mais non, je comprends. Quand on est trop mal, on n'a pas la capacité d'appeler». Parce que ma mère a vécu aussi des moments difficiles, et elle savait, et ça, je trouve que c'est aussi très fort, et c'est quelque chose sur lequel moi je me considère comme chanceuse, d'avoir des proches, des amis, de la famille qui a été très compréhensif, très, dans l'écoute, à ce moment-là, et j'ai reçu aucun jugement par rapport à ce qui s'est passé. De l'apaisement, du soutien, du réconfort d'un côté, et puis la tristesse et la colère de l'autre. Cette satanée colère qu'on est nombreux et nombreuses à avoir ressentie, à avoir entendu gronder à l'intérieur de nous pendant notre traversée de ce deuil. Colère d'avoir vu son corps faillir, colère de ne plus pouvoir envisager de grossesse alors que le risque de récidive est très important en cas d'hyperémèse gravidique. Colère de ne pas avoir pu porter la vie dans de bonnes conditions. La colère aussi de ne pas avoir été écoutée pendant sa première grossesse, de ne pas avoir été accompagnée correctement, d'avoir été dans l'errance. Mais que faire de cette colère? Elle n'a pas pu porter la vie jusqu'au bout, Élodie, mais la colère n'emportera pas tout. J'ai contacté l'association, en effet, de lutte contre l'hyperémèse gravidique pour les rejoindre en tant qu'ambassadrice. Donc il y a différents pôles, et moi, pour le moment, je me suis plutôt positionnée sur la partie qui concerne la communication pour, en effet, sensibiliser à cette maladie. Parce que je me rends compte que, bah, quand j'en parle, les gens ne réalisent pas l'ampleur que ça peut prendre, ne voient pas tout à fait la différence aussi entre des nausées classiques et l'hyperémèse, que ça a un impact très fort sur la qualité de vie de la personne qui le vit, sur ses relations, sur, son psychique également, et que tout ça, c'est hyper important. En tout cas, j'avais vraiment ce besoin de donner du sens à ce qui m'était arrivé. Des fois, on me dit: «Tu veux pas tourner la page?» Je veux pas tout à fait tourner la page, parce que cette page, je pense que c'est ce que je partageais avec ma psychologue, clairement. Je crois que c'est l'événement le plus difficile que j'ai eu à traverser toute ma vie, clairement, et en fait, on n'oublie pas. On n'oublie pas.
Mais après, ça m'a conduite vraiment à m'interroger sur l'IVG et sur les questions de deuil liées à l'IVG. C'est-à-dire pour moi, il y a des IVG qui peuvent être très bien vécus parce que c'est un choix d'une femme à un moment donné et il est complètement OK. Mais il peut aussi y avoir des cas d'IVG qui ne sont pas forcément dans des cas médicaux. Je me suis interrogée, je me suis dit, moi, dans mon parcours, OK, il y a l'aspect médical qui était super fort, mais il y avait aussi l'angoisse de la logistique et l'angoisse financière. Et je me suis dit, il y a peut-être des femmes qui sont dans des situations où elles savent qu'elles sont bloquées parce que l'aspect financier, parce que l'aspect, je sais pas, elles sont dans une relation avec un conjoint qui est une relation par exemple violente, et donc elles ont ce sentiment d'impuissance et de non-choix, et elles se retrouvent confrontées à l'IVG par dépit, par défaut. Et je me dis, ces femmes-là aussi, elles sont finalement légitimes dans une forme de peine, une forme de deuil, même s'il n'y a pas d'aspect médical. Donc moi, ça m'a même poussée à m'interroger plus loin sur le cadre de l'IVG. C'est-à-dire, il n'y a pas, d'un côté, les méchantes pécheresses qui ont recours à l'IVG et qui ne voulaient pas d'un bébé, et de l'autre, les personnes qui perdent un bébé. Il y a une frontière qui est beaucoup plus grise, beaucoup plus floue que ça entre les deux, avec, ça ne va pas être une généralité, mais moi j'ai eu des personnes qui m'ont confié avoir vécu des interruptions naturelles de grossesse et avoir vécu une forme de soulagement, parce que c'était pas forcément à ce moment-là une grossesse désirée. Et donc je me dis, mais entre tout ça, il y a quand même tout un parcours, tout un panel de choses extrêmement variées. Et donc plutôt que de nous mettre, je pense, chacune dans une catégorie bien cloisonnée, en fait tout ça c'est assez flou, et on devrait simplement écouter les femmes dans leurs ressentis, leur vécu et leurs besoins d'accompagnement face à ces différents vécus en fait. Il faut écouter les femmes. Alors écoutons-les. C'est ainsi que s'achève cet épisode d'Au revoir podcast, dans lequel vous avez pu écouter le témoignage d'Élodie, qui a dû interrompre sa grossesse alors qu'elle souffrait d'hyperémèse gravidique. Un grand merci à toi, Élodie, d'avoir pris la parole sur ce sujet et d'avoir partagé avec nous ton histoire. Pour en savoir plus sur cette pathologie qui toucherait environ 2 à 5% des femmes enceintes, vous pouvez vous tourner vers l'association de lutte contre l'hyperémèse gravidique. J'ai aussi mentionné la structure du CHU de Montpellier pour améliorer la prise en charge des nausées et vomissements de la grossesse et de l'hyperémèse. Cette structure à vocation régionale et nationale a signé une convention avec l'association de lutte contre l'hyperémèse gravidique, et elle est portée par le service de gynécologie du professeur Philippe Deruel. Son but est notamment de proposer rapidement une consultation aux femmes qui interpellent l'association, quelle que soit leur origine géographique, sur le territoire français, et de coordonner leur prise en charge en s'appuyant sur les acteurs de terrain proches de leur domicile. Je vous mets les liens directs dans la description de cet épisode. Dans cette description, vous trouverez également des références de livres que j'ai énormément appréciés sur la question de l'interruption volontaire de grossesse. Je suis Sophie de Chivray, réalisatrice d'Au revoir podcast depuis septembre 2020. Je vous remercie pour votre écoute et votre confiance. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode inédit, et en attendant, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram sur le compte aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. À très bientôt.